Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Céline, éducatrice en santé holistique, praticienne en Ayurveda et Moon Guide. Nous allons parler d'un thème qui nous passionne et nous concerne toutes les trois, celui du cycle féminin et plus particulièrement de la vision et des conseils de l'Ayurveda pour comprendre et prendre conscience de notre nature cyclique en tant que femme, et également apprendre à gérer au mieux les différentes phases que nous traversons dans le mois. Bonne écoute! Bonjour Céline, bienvenue dans le podcast. Bonjour Nathalie, bonjour Lorraine. Bonjour Céline. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. Avec toi Céline, donc comme l'a dit Lorraine, on va parler beaucoup du cycle féminin. Alors pour t'introduire un petit peu, pour te présenter, tu vis en Martinique. Tu es donc éducatrice en santé holistique et puis comme l'a dit Lorraine, Moon Guide, donc tu vas nous en parler un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux justement nous présenter un petit peu ton parcours et comment t'en es arrivée à ces activités-là ? Oui, alors j'ai un parcours qui est toujours mêlé de plusieurs choses parce que je travaille aussi dans le secteur culturel, donc je dirige un lieu culturel en Martinique et j'ai travaillé en fait, j'ai fait des études à Paris, j'ai travaillé à Paris pour des événements, dans des lieux culturels autour de festivals ou de spectacles, etc. Et puis j'ai eu un moment besoin de couper complètement parce que c'était physiquement très dur et que je commençais, en fait, j'ai fait presque 2 burn-out. J'en ai fait un et puis j'étais presque au 2e. Donc j'ai vraiment eu besoin de couper. Et j'étais déjà dans une quête de mieux-être, de ce que je pouvais faire moi pour me sentir plus reposée, plus calme et faire attention à ma santé. Et je suis tombée sur l'Ayurveda, ou l'Ayurveda m'est tombée dessus, je ne sais pas bien. En tout cas, on s'est rencontrés et à partir de là, en fait, j'ai eu envie de creuser et donc je me suis formée et j'ai commencé à pratiquer en tant qu'éducatrice en santé. Et puis, depuis que je suis rentrée en Martinique, j'ai recommencé à travailler dans la culture. Donc, depuis un peu plus d'1 an, je suis une slasheuse. Ce qui n'était pas le cas avant. Je m'étais dit que j'allais vraiment couper les choses. Et puis, en fait, j'ai pas du tout envie de couper les choses. J'aime faire les deux. Donc, voilà. Tu mêles différentes passions. Et les deux se rejoignent bien souvent. Aussi étrangement que ça puisse paraître, les artistes m'apprennent beaucoup de ce que c'est qu'être dans le flow et à l'écoute de soi et de son intuition. Et l'Ayurveda m'aide souvent justement à réconforter les artistes et à faire attention à ce que dans notre structure, les choses soient aussi prises en compte de façon globale et pas uniquement dans une vision de performance. Waouh, c'est super pour eux et c'est super pour toi de pouvoir combiner ces deux passions. Ouais. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder le thème de la santé féminine et plus particulièrement du cycle menstruel. En Ayurveda, on voit un peu le cycle par rapport au dosha, mais il y a une approche aussi bien particulière en Ayurveda. Avant de détailler tout ça, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs, auditrices, qu'est-ce qu'un cycle menstruel équilibré déjà ? Qu'est-ce que ce serait ? Oui, alors déjà, le cycle menstruel, je pense qu'on a beaucoup... il y a eu un gros tabou en fait dessus et on a eu tendance à ne pas l'observer et à ne considérer finalement qu'un seul moment, qui est le moment des règles. La réalité, c'est que c'est un cycle et que donc il y a un début et une fin et surtout, c'est quelque chose qui s'enchaîne régulièrement avec une temporalité. Donc,
pour l'Ayurveda, évidemment, il y a une espèce de référence d'un cycle moyen qui va nous permettre derrière de voir s'il y a des déséquilibres. Donc ça va être un cycle qui va être autour de 28 jusqu'à 35 jours. Ça reste encore un cycle, on va dire, normal. J'aime pas tellement ce mot, mais bon, c'est quand même cette idée de référence. Une durée de règle qui va être autour de 4-5 jours. Un sang qui va être d'une belle couleur rouge, avec très peu de caillots, pas de glaire non plus, pas de blanc, de mucus. Et puis, un cycle équilibré, il n'y a pas de douleur. Et ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus incroyable qu'on puisse dire à des femmes à certains moments, c'est que tu n'es pas censée avoir mal pendant tes règles. Exactement, ça change tout. Quand on voit de dire ça. aujourd'hui, quand on entend les témoignages en fait, ce temps des règles, c'est un moment très douloureux en fait pour la plupart des femmes, parce qu'il y a cette honte, le tabou des règles, mais aussi parce qu'en fait, il y a un déséquilibre physique, bien souvent, qui amène à des douleurs, à des gènes, en amont des règles, des phases, des périodes prémenstruelles avec vraiment physiquement, mais aussi mentalement, beaucoup de difficultés. Et en fait, quand on arrive et qu'on leur dit, mais en fait, ça, c'est du déséquilibre, quelque part, c'est aussi ramener un espoir qu'on peut bien vivre cette condition de personne qui a ses règles et pas juste subir. Oui. Tu as parlé de la phase des règles, mais aussi des autres phases. Est-ce que tu peux décrire les 4 phases différentes ? Oui, alors les règles, en fait, c'est la fin du cycle. Donc, c'est ce qui se passe quand il n'y a pas eu de fécondation. Mais avant ça, en fait, on arrive dans une première phase qui va être une phase de construction à l'intérieur de l'utérus, où l'ovule va se développer au niveau des ovaires. Notre utérus va commencer à créer son nid avec le développement de l'endomètre. Donc ça, c'est une phase qui est une phase kapha, une phase de construction, donc énergie, terre, eau, plutôt stable. Et c'est une phase pour nous qu'on va ressentir quand il y a équilibre, en tout cas comme une phase de montée énergétique, de possibilité, d'envie de faire, de planifier, d'être en action. Donc la deuxième phase qui va être une phase pitta, ce moment où en fait l'ovule va être expulsé, où on est fertile. Donc à savoir qu'une fenêtre de fertilité c'est 5-6 jours pour une femme. Donc autour de cette période-là, on arrive donc sur cette phase pitta où on va être plus dans l'ouverture, dans l'accueil, la possibilité d'échanger. En fait, notre corps appelle à la rencontre. Nos hormones appellent à la rencontre. L'oestrogène qui domine, en fait, fait qu'on va être beaucoup plus attirante aussi autour de nous. Donc la nature fait bien les choses. Cette phase est dédiée à nous amener à une rencontre. Bon, après, on en fait ce qu'on veut. Et puis, s'il n'y a pas eu fécondation, ben, on arrive dans une phase qui va être une phase vata, donc cette phase finalement où l'ovule va mourir, l'endomètre va commencer à se défaire, et puis à la fin de cette phase vata, il va y avoir les règles, le début des règles. Donc forcément, c'est une phase qui est un peu plus difficile à vivre parce que quelque part dans notre corps, et peut-être même mentalement, c'est un deuil qui se fait, c'est un deuil d'une possibilité. Et donc, physiquement, on a des sensations, mais aussi mentalement, il y a un nettoyage qui se fait. Donc, du coup, on traverse plusieurs phases qui sont un peu, comme tu disais, dominées par certains doshas. Donc, pour le rappeler, les doshas en Ayurveda, c'est les 3 énergies vitales qui permettent de décrire un petit peu les choses, les corps, ce qui nous entoure. Et du coup, même par rapport au cycle, de manière plus générale, au cycle menstruel, il va aussi différer en fonction des personnes, évidemment, et du coup en fonction de leur profil
et en fonction de leur dosha dominant. Bien sûr. Est-ce que tu peux donner un peu ces caractéristiques en fonction du dosha dominant de chaque personne? Comment va être le cycle en général? Alors, comme je disais, il y avait cette référence un peu idéale de tous tes moyens. On a 28 jours de règles, 28 jours de cycle, 4 jours de règles, pas de douleur, le sang fluide et rouge. Et en fait, ça n'est pas forcément ce qui se passe pour tout le monde, parce qu'une femme qui a une prédominance Vata, elle va avoir un cycle plus court, par exemple, souvent. Elle va avoir des règles aussi qui vont être plus courtes, avec un flux très léger. Peut-être même qu'elle sera plus souvent sujette à des aménorrhées ou des dysménorrhées. Donc, plus facilement, en fait, déséquilibrée de toute façon, parce qu'elle a un peu de stress, parce qu'il y a eu des émotions, parce qu'elle s'est beaucoup activée, elle a été beaucoup en mouvement pendant une période de son cycle. Et en fait... les règles l'ovulation va être reportée finalement. Et puis, elle peut se retrouver avec un sang plus sombre aussi et plus sujette aussi aux douleurs en cas de déséquilibre. Une femme qui va être Pitta va souvent être dans la moyenne, avec par contre peut-être parfois des règles un peu plus abondantes éventuellement. Mais une femme Pitta, souvent, va être dans cette moyenne qu'on a décrite. Et puis une femme Kapha, elle peut se retrouver avec des cycles très longs, parfois avec justement cette glaire un peu présente. On peut trouver des caillots. Des caillots, merci. Des caillots de sang, exactement. Et puis... ça peut aussi être celle qui peut-être va se retrouver plus facilement avec des accumulations, des toxines qui vont peut-être provoquer derrière une aménorrhée parce qu'il y a un excès de kapha. Parce que finalement, il y a un déséquilibre hormonal et elle a peut-être un excès quelque part. Et au niveau aussi, tu disais pour les Vata, au niveau des émotions et des ressentis, elles vont être plus sujettes au stress. Les Pitta peut-être plus irritables. C'est ça. les Pitta il va falloir leur jeter du chocolat de loin. Et puis les Kapha plus sujettes à la tristesse, la déprime, mélancolie, à la nostalgie, voilà. Exactement. Ouais. Donc même émotionnellement, on peut sentir en fait en fonction de notre constitution. Et puis on peut aussi sentir, si ce n'est pas notre constitution, qu'il y a un déséquilibre en fait. Et c'est là que la référence est intéressante, c'est parce qu'elle nous permet, si on connaît notre constitution, de savoir ce qui est normal par rapport à notre constitution et ce qui est de l'ordre du déséquilibre. Et en fait, notre cycle devient un super outil d'auto-observation, de connaissance de soi et de diagnostic, enfin d'autodiagnostic de déséquilibre. Exactement, c'est ce à quoi j'étais en train de penser quand tu parlais de toute cette observation du cycle. Moi, je me disais, j'ai beaucoup de femmes en consultation, je pense que c'est pareil pour Lorraine et toi, Céline, qui nous disent mais j'ai pas l'habitude d'observer ça en fait. Quand je pose des questions, comment est ton cycle, la durée de tes règles, etc. Et souvent, elles me disent attends, je sais pas. Donc, on passe par une phase d'observation d'abord. Et est-ce que toi, tu proposes des outils pour pouvoir observer son cycle ? Quel conseil tu peux donner par rapport à ça ? Moi, souvent, ce que je demande à mes clientes lors du premier rendez-vous, c'est de créer un carnet d'observation. Et je leur donne des items en fait à suivre. Et parmi ces items, il y a leur cycle menstruel. Il y a leur cycle menstruel, il y a leur libido, les rêves, les émotions, ce qu'elles ont réussi à réaliser. Donc, je leur demande de suivre tout ça. Et si vraiment on se focalise sur la santé menstruelle, ça va même être quelque chose que j'appelle un carnet de lune, où les items vont être vraiment ciblés par rapport à ça. Si c'est plus général, si elles viennent pour d'autres questions, ça fera partie des items généraux que je leur demanderai de suivre. Parce que même si elles ne s'en rendent pas compte encore, en fait, au fur et à mesure, elles vont réaliser qu'il se passe certaines choses toujours au même moment dans leur cycle. Donc, quelquefois en lien avec la lune, justement. La lune, c'est un sujet que moi j'adore. Vraiment, en fait, ce qui se passe, c'est la raison pour laquelle moi j'ai été vers cette question de la santé féminine, du cycle menstruel, c'est parce que moi j'ai un déséquilibre hormonal qui a fait que j'ai été en aménorrhée pendant très longtemps.
Et donc j'ai cherché pourquoi, j'ai cherché comment rétablir, et forcément je suis rentrée dans le terrier du lapin, j'ai plongé, et à un moment où justement j'apprenais beaucoup de choses, mais je ne pouvais pas l'appliquer parce que mon cycle n'était pas présent, en tout cas était trop long pour que je puisse l'observer. En fait, j'ai cherché, j'ai questionné mes enseignantes, et il y en a une qui m'a simplement dit, mais regarde la lune. Fais comme si tu avais tes règles au moment de la nouvelle lune et utilise la lune comme référence. Et en fait, cette simple observation et le fait de caler mes pratiques et de caler mon rythme de vie par rapport à la lune a permis en fait que je retrouve des cycles. Donc là j'ai compris en fait ce lien vraiment avec la lune. Mais c'est vrai que pour moi c'est avant tout une symbolique. Si on ne l'utilise pas comme ça un peu en indication justement en cas d'aménorrhée ou pour les femmes qui sont ménopausées également, ça peut être utile. Pour moi, c'est de l'ordre du symbolique et du coup, ça permet plus de penser son intuition, de penser son évolution, parce que quand on regarde le cycle de la Lune, en fait, on voit bien que chaque cycle nous amène à questionner quelque chose de différent dans nos vies et donc à passer en fait des étapes, à grandir au fur et à mesure. Donc ce lien entre notre cycle, qui est en soi une petite révolution chaque mois à peu près, et cette révolution lunaire, c'est aussi quelque chose pour se dire, en fait, mon cycle est un outil de développement et pour grandir et pour apprendre sur moi. Donc, je ne fais pas forcément un lien direct, c'est-à-dire que je comprends par exemple les personnes qui disent que c'est un peu fou de s'imaginer que la Lune régit complètement toutes les femmes. Elle a des incidences sur toute l'humanité. Et ça, voilà. Pas que les femmes d'ailleurs, les hommes aussi. Voilà, l'humanité, même les animaux, les plantes. En fait, tout ce qui est sur Terre est influencé par les astres autour de nous. Maintenant, on y croit, on n'y croit pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais j'entends en fait ces gens qui ont des doutes et donc du coup je préfère travailler avec eux sur des questions symboliques. Celles qui sont déjà complètement dedans, on y va à fond et on s'amuse en grande folle de la Lune. Mais pour les autres, j'aime bien les questionner plutôt sur cette dimension symbolique et sur ce que les phases de la Lune nous apprennent aussi. Moi j'ai été formée aussi, j'ai été initiée comme Moon Mother en fait par Miranda Gray. Et donc, j'ai aussi travaillé cette question de la symbolique, des phases de la Lune, des phases menstruelles et de la psyché, quelque part, de nos archétypes. Et finalement, la Lune, notre cycle, nous apprennent qu'à l'intérieur d'une seule femme, il y a tout un panel en fait, de femmes et de personnalités qui peuvent s'exprimer. Quand quelque part on nous a demandé d'être cohérente et d'être toujours la même, quoi qu'il arrive, toujours la même, le même caractère, égal à nous-mêmes, linéaire, en fait, ce travail sur les cycles, ce travail avec la Lune, il nous amène à réaliser que non, à l'intérieur de nous, il y a plein de choses qui se passent. Nos émotions changent, nos envies varient au cours du cycle. Ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire en termes d'énergie, de capacité varie. Et du coup, on peut le reconnaître. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, on peut le reconnaître. Oui. On peut le reconnaître et aussi, du coup, s'adapter. Ça fait parfaitement le lien avec ce qu'on voulait aborder ensuite. C'était toute la partie alimentation, hygiène de vie, en fonction justement des phases du cycle. Est-ce que toi, tu as des recommandations en termes d'alimentation pour bien vivre chaque phase du cycle ? Déjà, je recommande quand on s'observe de voir à quel moment il y a des envies. Alors souvent, il y a des envies de salé ou de choses salées, acides pendant la période prémenstruelle, ou alors de grosses envies de sucre incontrôlables avec vraiment presque de l'hyperphagie où certaines femmes vont arriver en me disant « mais moi, je ne sais pas m'arrêter juste avant mes règles, je ne sais pas m'arrêter, je mange ». Et en fait, déjà repérer ça parce que c'est une indication de déséquilibre.
C'est une indication qu'une de nos énergies demande quelque chose. Souvent, justement, c'est un excès de vata. Et ce besoin à la fois de remplir, d'ancrer aussi bien, parce que manger du sucre, au final, ça ancre bien aussi, même si ce n'est pas du bon sucre, même si ce ne sont pas des choses qui sont bonnes pour le corps, en fait, c'est quand même ce qu'on recherche. C'est réconfortant. C'est réconfortant, ça calme au niveau de l'esprit aussi, parce que ça va avoir un peu cet effet hypnotisant. Enfin, en tout cas, on va être presque endormi avec tout ce sucre. Donc, ça calme et souvent, c'est déjà une indication quand on s'observe. Ensuite, souvent, ce que j'invite à faire, c'est de réussir à poser avant les règles ou au moins les 2 premiers jours de règles, un vrai temps de repos et de calme. Alors, si on ne peut pas s'arrêter complètement, au moins une demi-journée, au moins une journée et ralentir. Si c'est pas s'arrêter, c'est au moins ralentir, en faire moins. Parce que déjà, ça permet d'accueillir ce moment où on a besoin justement de repos, où on a besoin aussi d'être à l'écoute, plus à l'écoute de soi et de notre intuition, parce qu'en fait, on a un peu perdu dans la société cette notion, mais en fait, le temps de nos règles, c'est un temps où on est en méditation naturelle, où les femmes, dans certaines communautés, en fait, elles se retrouvaient ensemble quand elles avaient leurs règles, et elles restaient à faire des activités créatives et à discuter des problèmes de la communauté pour qu'elles puissent trouver ensemble des solutions. Et souvent, ces solutions venaient dans les rêves. Et donc, du coup, elles partageaient leurs rêves, elles partageaient leurs visions. Et elles attendaient, en fait, justement, de recevoir cette vision pour le cycle, pour le cycle qui vient, pour pouvoir ensuite l'amener au reste de la communauté. Donc, faire un peu silence et faire le calme au moment des règles, c'est aussi se donner l'occasion d'avoir de la clarté pour le cycle qui vient. C'est ça, donc quand une personne travaille et donc évidemment ne peut pas toujours poser une journée de travail, c'est simplement le soir prendre du temps pour soi, se reposer, peut-être sauter sa séance de sport pour une fois. Exactement. Le matin, pareil, en fait, quand on a plein de rituels et qu'on on est un peu pita et qu'on veut tout faire bien, là c'est peut-être squeezer un peu se reposer et s'autoriser à être juste couché dans le lit un petit instant, respirer. Avec une bouillotte si on en a besoin, et puis être juste en contemplation peut-être aussi, si on a la possibilité d'aller un peu dans la nature et de juste marcher à son rythme et prendre son temps. Rien que ça, en fait, ça donne un moment, cette idée au corps que oui, il y a une pause, il y a eu un ralentissement. Et puis ensuite, au niveau alimentaire, évidemment, je demande à être vigilante. Donc souvent, quand il y a ces très fortes envies de sucre, période prémenstruelle et menstruelle, je vais inviter en fait à préparer en amont des choses qui vont justement apporter ce réconfort, mais qui vont être plus saines. Donc ça peut tout à fait être des gâteaux, mais des gâteaux maison, et puis avec des recettes où on va faire attention à la quantité, à la qualité de sucre qui est amené. Donc en remplaçant par exemple une partie des ingrédients par de la patate douce cuite ou des courgettes cuites ou même du sucre complet, de remplacer de mettre du ghee aussi plutôt que du beurre normal. Des épices aussi, des épices qui vont réchauffer, qui vont apaiser. Je pense à la cannelle par exemple, à la vanille qui est aussi très douce comme épice. Même le gingembre qui va aussi aider, qui est un très bon ami de toute façon tout au long du cycle, mais qui va aussi aider justement s'il y a besoin de nettoyer un peu et d'aider le corps en fait à transformer certaines toxines avant les règles. En fait, on peut tout à fait en mettre dans un gâteau pour avoir ce côté-là. De préparer penser des purées. aux petites boules d'énergie aussi. On peut mettre des graines de fenouil quand on est un peu constipé avant les règles. Voilà, toutes ces petites choses-là. Exactement, de préparer aussi des purées, de préparer un peu à l'avance ce moment où on sait qu'on va être vulnérable et que s'il y a un bout de sucre qui passe, on va le manger. Ensuite, globalement, pendant les règles, j'invite à ne pas faire de détox parce que souvent, c'est le moment où tout le monde est prêt à se faire un jeûne
comme si on n'est pas déjà en train de vider le De corps. nettoyer. Donc, Ouais. voilà, il y a déjà un nettoyage naturel et souvent à ce moment-là, il y en a plein qui arrivent en disant mais moi je vais en profiter comme ce sont mes règles, je vais faire une détox. Ben non en fait, non, tu vas te reposer puis tu vas manger, fais-toi, si tu veux, fais-toi de bonnes soupes bien réconfortantes. Si tu as envie de pâtes, mange tes pâtes parce que là vraiment tu vas en avoir besoin. Et puis après, le début du cycle, donc cette période où on se construit, souvent c'est une période où la faim elle est un peu moins forte. Donc si on s'écoute, on sent bien qu'on n'a pas faim, on a envie de bouger, on est dynamique. Donc on va pouvoir manger des choses qui vont être assez légères et ça ne va pas gêner. Ça ne va pas gêner. Donc, par contre, c'est une période CAPA, donc on fait quand même attention à ne pas manger trop gras, trop lourd, trop sucré. On fait attention, mais c'est quand même une période où si on s'écoute, on se rend bien compte que la faim n'est pas hyper présente. La période Pitta, la faim augmente, mais la faim augmente avec l'envie d'être en contact. Je pense que c'est très émotionnel aussi. C'est parce qu'on est ouverte que on a envie de festin, on a envie de faire la fête, on a envie de rencontrer les gens. Et comme c'est une période du coup où on est quand même, notre capacité digestive est un peu plus élevée, on va pouvoir digérer les choses. Parce qu'émotionnellement aussi, on est présente pour ça. Donc, en général, aller vers une alimentation qui va être peut-être un peu plus rafraîchissante, un peu des épices plus douces, ne pas trop pousser parce que justement c'est aussi une phase où on peut être un peu plus réactive, donc faire attention à ne pas augmenter plus Pitta. Et puis voilà, on repart avec cette préparation en amont, donc préparation en amont de ce dont on a besoin pour préparer notre phase de règles. Donc globalement, j'avoue que j'ai tendance à regarder au cas par cas. De quoi elles ont besoin, quelles épices vont être adaptées, quels aliments, parce qu'en fonction de la constitution, en fonction des déséquilibres, ça ne va pas être les mêmes besoins. Mais oui, tu parlais du fenouil pour la constipation. Moi, je sais que souvent, je vais conseiller du curcuma avec du gingembre pour aider à calmer tout ce qui peut être inflammatoire, notamment quand des femmes ont des douleurs. En fait, ça les aide un peu. Souvent, je vais les inviter à mettre du cumin aussi parce qu'il y a des questions souvent digestives qui sont liées aussi au déséquilibre menstruel. Je pense que c'est vraiment à regarder au cas par cas et puis par rapport au goût. Certaines femmes n'ont plus du tout l'habitude de mettre des épices dans leur alimentation, donc il faudra faire aussi attention à intégrer des choses où elles vont pouvoir s'habituer progressivement. Oui, et toujours au cas par cas. Et pour l'hygiène de vie, c'est exactement pareil. Tu as parlé tout à l'heure un petit peu de l'hygiène de vie pendant les différents cycles. Est-ce que tu veux en dire un peu plus? On s'adapte encore toujours? Oui, on s'adapte toujours, mais je pense que globalement, je dirais toujours à une femme d'intégrer le massage, l'automassage à Vianga, si elle peut le faire tous les jours. Je pense que c'est un des soins les plus bénéfiques pour les femmes parce que non seulement on va être au contact de soi, on va pouvoir s'observer, mais en plus, c'est un soin qui nous fait du bien au niveau du système nerveux, qui permet d'apaiser et de calmer. Donc, quand on est très sollicité, quand on est déjà beaucoup en action, le faire régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, au moins une fois par semaine, déjà, ça va être quelque chose qui va permettre de réguler Vata et on peut tout à fait le faire à chaque moment. Souvent, je vais conseiller, par exemple, pour des femmes qui ont, par exemple, des aménorrhées ou qui vont avoir des problèmes plutôt d'accumulation de type kyste ou ovaire polykystique, ce genre de choses, de mettre en place avant les règles et même un peu pendant les règles, de faire régulièrement de mettre du ricin, en fait, de se masser avec de l'huile de ricin au niveau du bas-ventre et de poser une bouillotte. Donc d'intégrer en fait ce rituel-là au moment un peu avant les règles pour pouvoir aider le corps à détoxifier et à drainer, faire partir justement tout ce qui peut être de l'ordre de l'adhérence et de l'excès. Juste par rapport à l'automassage, nous, dans notre formation, on a appris que justement pendant les jours vraiment de règles et de nettoyage du corps,
là, il vaut mieux mettre vraiment, comme tu disais tout à l'heure, ça rejoint ce que tu disais, le corps au repos total et puis même l'esprit. Et donc éviter même de s'automasser pour éviter, laisser le corps faire naturellement le nettoyage et ne pas spécialement appuyer, en fait, vraiment laisser la nature faire et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on nous a appris, nous, en formation, d'éviter de ramener de l'huile dessus et du mouvement en plus. Ça, je comprends. Être Et plutôt dans l'observation. Si je suis face à une personne qui est très sensible, très à fleur de peau, je suis d'accord avec toi, il vaudra mieux la laisser se reposer. Mais j'ai eu des cas de personnes qui sont venues me voir et qui spécifiquement se faisaient masser pendant leurs règles parce que ça permettait de limiter les douleurs, ça leur permettait de se détendre. C'était un moment aussi où elles étaient considérées, où elles étaient... on s'occupait d'elles, on prenait soin d'elles, elles étaient cocoonées. Et puis elles avaient ce contact humain où on les touche. Et donc même si on va le faire très doucement, très calmement, en faisant bien attention à la personne, à comment elle se sent à chaque instant, je pense que pour certaines femmes, ça peut faire du bien. Oui, en effet, après il faut écouter le ressenti, en effet, si elles ressentent le besoin et adapter le massage en conséquence, si c'est un abhyanga qui soit très doux et très enveloppant. Exactement. Écouter, c'est vraiment le mot d'ordre, parce que c'est vrai qu'il y a certaines femmes aussi qui, pendant leurs règles, n'apprécient pas du tout qu'on les touche. Exactement. Voilà, c'est vraiment à s'écouter, s'observer et faire en fonction de ce dont on a besoin. Pour moi, c'est le plus grand apprentissage de l'Ayurveda, c'est qu'on est nos propres experts de nous-mêmes. Donc si on se laisse juste se dire j'ai lu quelque part que c'est génial, qu'il faut que je le fasse, et puis qu'en fait à chaque fois qu'on le fait on se rend bien compte qu'il y a une gêne, il y a un malaise, il y a un problème, c'est pas de l'Ayurveda ce qu'on fait. On est en train de faire un truc à la mode, mais on ne fait pas de l'Ayurveda. Exactement. Et c'est important de regarder à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment je me suis sentie. Est-ce que si je le fais à un autre moment, je me sens de la même façon ou pas. Et si je me sens toujours mal en le faisant, peut-être que ce n'est pas adapté pour moi. Donc c'est accepter aussi qu'on est dans un laboratoire perpétuel et que quelque chose qui nous allait peut-être à une période de notre vie ne nous ira plus du tout dans 2 ans. Parce que les choses ont changé, parce que notre contexte a changé, parce que nos activités par ailleurs ont changé. Donc il faut aussi faire attention à ça. Et sur les soins, pour revenir sur les soins, souvent, ça c'est une pratique personnelle et que je conseille aussi de plus en plus. C'est à la fin, une fois que les règles sont passées, c'est de faire en fait ce qu'on appelle un yoni steam. En fait, c'est des vapeurs vaginales. Parce qu'en fait, ça aide à éliminer ce qu'il peut y avoir comme résidus. Ça permet d'équilibrer aussi sur le plan hormonal. Les bienfaits des plantes passent aussi directement dans les muqueuses et dans les membranes. Donc, s'il y a un déséquilibre, s'il y a même, je pense, des mycoses ou même moi, comme je vous disais, j'ai mon dérèglement hormonal. Donc, même dans certains cas de dérèglements hormonaux, d'aménorrhée, de dysménorrhée, en fait, ça permet de régulariser aussi avec le choix de plantes adaptées, évidemment. Voilà. Ne pas hésiter à contacter sa thérapeute pour le sauna vaginal, savoir quelle plante. Exactement. C'est pas du tout quelque chose de dangereux, mais par contre, je pense que c'est bien au début d'être guidé pour pouvoir bien faire sa mise en place, choisir ses plantes, etc. Poser les questions aussi, parce que comme c'est pas quelque chose qui s'est transmis de génération en génération et qui s'est un peu perdu, en fait, vraiment pouvoir poser ces questions sans honte, sans peur, et pas se retrouver bêtement avec une brûlure ou une plante qui ne nous convenait pas, et puis tout d'un coup des saignements hémorragiques parce qu'en fait on a choisi la mauvaise plante. Donc oui. Et puis sinon c'est vraiment essayer d'être régulière. Plus on s'approche des règles, essayer d'être dans la régularité de ces pratiques. Pas forcément en faisant plus, mais juste le sommeil régulier, l'alimentation régulière, le repos, et puis se dire que tant qu'on est sur la phase montante, on peut beaucoup bouger. Donc celles qui aiment le sport, allez-y à fond en début de cycle jusqu'à la phase ovulatoire.
Après, par contre, commencez à réduire parce que votre énergie aussi décroît et donc accepter et accueillir ce besoin de repos et de régénérescence en fait du corps. C'est vraiment l'observation qui permet de beaucoup nous guider là-dedans. Hein, donc, Tout à fait. Ok, eh bien écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Enfin, il y aurait tellement encore de choses à dire. Il y a plein de choses à dire, mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de choses, surtout concernant tout ce qui peut être déséquilibre féminin. On va pas le traiter dans cet épisode aujourd'hui parce qu'en fait, chaque déséquilibre mériterait un épisode à part entière. Et surtout, chaque déséquilibre nécessite une consultation personnalisée pour comprendre l'origine et surtout savoir quel programme peut être mis en place pour le Totalement pour d'accord. le soulager. C'est pour ça que je suis un peu hésitante à dire trop de choses parce que j'ai pas du tout envie que les gens testent chez eux et puis finalement ça leur convient pas. Et c'est toujours bien quand même d'aller au moins questionner. C'est ça, se renseigner un maximum avant et si de on faire peut les choses parce que c'est pas anodin en fait. Les plantes ne sont pas anodines. Je veux dire même. Moi, je sais que j'ai cette tendance et certaines personnes qui viennent me voir sont souvent déçues. Je ne donne pas forcément de plantes au début. En fait, je vais recaler la routine, recaler l'hygiène de vie. Mais les plantes, on va attendre en fait pour voir comment ça se passe déjà en remettant les choses en place. Et puis là, s'il y a besoin d'un petit coup de pouce, on va regarder. Mais souvent, je sais que j'ai des déçus qui viennent une fois et puis qui ne reviennent plus parce qu'il n'y a pas eu de plantes. Alors qu'on leur dit que l'Ayurveda, c'est magique parce qu'il y a telle plante, et puis tiens, la Ashwagandha, et puis ci, et puis ça. Ben non, en fait. Et elles arrivent, j'ai entendu parler d'eux. Oui. Est-ce que tu consultes aussi à distance ou bien seulement en cabinet? Alors, je relance des consultations en présentiel en Martinique, pas à distance pour l'instant. Je relance aussi des cercles de femmes. Que je vais recommencer à partir de la nouvelle lune de février là. Et je travaille en fait en collaboration avec une amie qui s'appelle Livia Quero où je fais des ateliers une fois par semaine dans le cadre d'un de ses programmes sur la sexualité sacrée. Ok, très bien. Est-ce que tu veux donner à nos auditeurs, auditrices, les moyens de te retrouver sur tes réseaux sociaux, ton site internet, tout ça? Alors, oui, bien sûr. On peut me trouver sur le site, donc c'est soulfood.com. Je suis également très réactive sur Instagram en général. Donc c'est Soulfood by Céline. Et Facebook, je suis un peu présente, mais beaucoup moins. Donc, mais c'est aussi Soulfood by Céline. Merci Céline. On a une dernière petite question pour cette interview du jour, qui est notre question un peu rituelle dans le podcast. Alors, c'est la question qui s'appelle l'instant de gratitude. On aimerait te demander qui tu aimerais remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Il y a tellement de gens là, quand j'y pense, je me dis, il y a plein de gens que j'aimerais remercier. Mais je crois que ma plus grande gratitude aujourd'hui, elle est pour mon île, pour ma terre, très sincèrement, et pour tout ce qu'elle m'apporte, tout ce qu'elle m'apprend, tout le soutien que je ressens en étant de retour chez moi. C'est beau. Merci. On viendrait bien faire un petit séjour sur ton île, sur ta terre. Oui, mais il faut, hein. Il faut. J'aimerais bien, quand j'aurai un peu plus de temps, lancer des retraites, mais j'avoue que ça, il me faut du monde avec moi. J'ai du mal toute seule, ce genre de projet. Ok, eh ben écoute, on va suivre tous tes projets avec attention. Tu nous tiens bien au courant de tout ça. Et puis, merci énormément pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Il y a eu plein de... merci à vous de m'avoir invitée. C'est vraiment chouette. Je suis heureuse de participer. Et puis, merci pour ce que vous faites pour l'Ayurveda, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous faites partie des projets qui permettent justement de mettre en valeur notre travail. Donc, bravo. Merci beaucoup, Céline. Et puis, prends bien soin de toi. Merci. Et puis à bientôt. Merci, vous aussi. À très bientôt. Bye bye. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Et bien sûr, en vous abonnant au podcast.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!